Zero corona, stop corona. The ease, the good music. My people are crying. My people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des cliquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre ce combat, c'est possible. Moi tous les Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la Gorel TV, la télévision qui vous accompagne à travers le Fouladou et ailleurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Papa Ali Sané, enseignant de profession depuis 1999, directeur d'école et secrétaire général du CELS section Vélingara et homme politique en quelque sorte. M. Sané, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, merci beaucoup. C'est le plaisir pour moi de vraiment vous recevoir chez moi aujourd'hui. Merci. Monsieur Sané, depuis 1999, vous êtes enseignant. Alors aujourd'hui, la réalité est là. Il y a une crise sanitaire qui sévit le monde entier, y compris le Sénégal. On a vu que les écoles sont fermées, tout ne bouge pas en quelque sorte. Alors, quel est votre premier mot par rapport à cette pandémie appelée coronavirus? Ouais, tout simplement, vraiment regretter ce que nous vivons actuellement. Parce que si nous constatons aujourd'hui que nos enfants sont dans la maison, cela doit alarmer les chefs de famille que nous sommes. Parce que les enfants, inconsciemment, eux, ils pensent qu'ils sont en vacances. Alors que l'heure n'est pas aux vacances, l'heure est très grave. Ils sont restés à la maison pour qu'on puisse les protéger de cette pandémie mondiale qui aujourd'hui vraiment met le monde à genoux. Quand des écoles sont fermées, c'est vraiment, on en est arrivé à une situation assez dramatique. C'est pourquoi d'ailleurs je profite de ce temps d'antenne que vous me remettez pour saluer les autorités académiques et administratives de la circonscription de Vélingara. Parce que des mesures ont été prises en ce sens pour que les enfants là soient assistés à la maison pour qu'ils puissent vraiment retrouver, réouvrir leur cahier. D'accord, on va en revenir sur ces mesures-là. Alors, très rapidement, aujourd'hui, Ziguinchor vient d'enregistrer son premier cas de décès de suite du Covid-19. Alors, cela veut dire que le risque est là, le danger est là, puisque Kolda est une région frontalière de Ziguinchor. Alors, quelles sont les précautions à prendre pour vraiment pallier ce virus? Pour le moment, il faut tout simplement essayer le temps que possible de respecter les gestes barrières, c'est-à-dire les gestes élémentaires que le ministère de la Santé ne cesse de nous répéter. Que les gens se protègent éventuellement par le lavage des mains et surtout protègent les enfants qui sont une couche aujourd'hui vulnérable, on peut même dire qu'ils ne sont même pas conscients du danger qui les guette dans la rue. Aujourd'hui, les cas communautaires inquiètent et cela vraiment risque d'être très sérieux. Vous m'apprenez cette nouvelle, moi je n'avais même pas appris qu'il y avait un décès à Ziguinchor parce que j'ai pas suivi l'actualité aujourd'hui. Et je pense que quand Ziguinchor éternue, vraiment Vélingara pour tousser, parce que nous étions dans la même région naturelle de la Casamance. Aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'être davantage vigilant, de porter des masques, de se laver les mains régulièrement, d'utiliser de la distanciation sociale, d'en faire un cheval de bataille, parce que c'est seulement ces précautions qui puissent nous épargner de ce coronavirus. Très bien. Alors, vous êtes enseignant depuis 1999. Alors, cette situation, elle est regrettable en quelque sorte. Est-ce que ici, l'IF de Vélingara, quelles sont les mesures qu'il a prises en quelque sorte pour vraiment que les élèves puissent continuer les cours à la maison? Parce que tantôt vous le parliez, mais quelles sont ces mesures-là en quelque sorte? C'est vrai que c'est un inspecteur qui est arrivé dans le contexte des Covid-19 parce qu'il vient tout juste d'arriver. Il a pris service, je pense, si je ne me trompe, le 20 ou le 22 mars. Tout de suite, il a pensé vraiment à réunir les enseignants autour de lui pour échanger. C'est ainsi que une semaine après, il a convoqué les secrétaires généraux du G7 local pour éventuellement un appel à contribution des enseignants de la circonscription éducative de Vélingara. Nous avons pensé avec lui que nous pouvons le faire au-delà des syndicats, c'est-à-dire pousser large, ratisser large pour qu'éventuellement tous les enseignants du département mettent la main dans la poche. C'est comme ça, ne serait-ce hier, que nous avons réuni une importante somme qui s'élève à 1 062 000 francs
que nous avons mis à la disposition du préfet, qui se trouve être le président du comité départemental de gestion des épidémies. Nous avons encore profité de cette occasion pour proposer un plan d'action au préfet. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Vélingara dispose aujourd'hui au moins de 3 radios communautaires que l'on peut utiliser pour permettre aux enfants de suivre des cours à travers la radio, puisque c'est cela que nous disposons. Aujourd'hui, des enfants de ce pays ont certainement eu la chance d'être avec l'Internet. Des enfants peuvent travailler sur l'ordinateur, d'autres peuvent suivre les cours à la télé, mais les enfants du monde rural n'ont que la radio comme médium que nous pouvons utiliser pour les atteindre. C'est ainsi qu'on a pensé avec l'IF à faire des cours à travers les 3 radios communautaires. Nous discuterons pour trouver un temps d'antenne. Fort heureusement qu'aujourd'hui, une radio de la place a déjà commencé. Et hier, lorsqu'on était en échange aussi, nous avons compris qu'à Diaobé Kabendou, aussi la radio de Kunkane, je ne sais pas, de Diaobé, pour ne pas la citer, a aussi commencé. Eux, d'ailleurs, ils sont à leur 4e numéro. Donc voilà des gens qui n'ont pas attendu, qui ont pris le devant. Je pense que les jours à venir, je pense, dans une semaine, nous allons nous retrouver pour proposer des enseignants volontaires, parce que aussi il s'agit de choisir des enseignants volontaires, parce que ce travail-là, il va falloir le faire de gaieté de cœur. Ces gens-là vont aller à la radio, faire même ne serait-ce 1 heure de cours par jour ou bien par semaine, on verra, on ne sait pas encore comment ça va se passer, mais ce qui est sûr que les gens occuperont les enfants à la maison pour éventuellement les protéger, essayer de les retenir à la maison pour ne pas qu'ils soient tout le temps dans la rue. Très bien. Alors, vous portez aussi la casquette d'un syndicaliste. On a vu le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, a pris des mesures avec le gouvernement, ont pris des mesures en quelque sorte, c'est-à-dire le téléenseignement. Alors, qu'en est-il le téléenseignement? En connaissant le Fouladou, la réalité du Fouladou, surtout dans les villages, il n'y a pas d'électricité pour dire qu'on va suivre la télévision. Est-ce que vous ne sentez pas, en tant qu'acteur, en tant que syndicaliste, une discrimination par rapport à cette mesure? Oui, c'est cette discrimination d'ailleurs qui a valu le plan d'action que je vous ai énuméré tout à l'heure. Parce que le ministre est un homme du monde rural. Il est conscient que aujourd'hui le numérique n'atteint pas toutes les couches de la population. Il est conscient aussi que c'est pas dans toutes les localités de notre pays que la télévision est disponible. C'est pourquoi nous, à notre niveau, nous allons utiliser les radios communautaires. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ne serait-ce avec le portable ou dans les villages les plus reculés, on peut retrouver dans chaque maison au moins un poste radio. Là, c'est tout simplement la bataille que nous devons mener à ce niveau, c'est de sensibiliser les parents pour qu'ils arrivent un jour à mettre la radio à la disposition des enfants et qu'ils mobilisent les enfants autour de cette radio pour qu'ils suivent régulièrement le cours qu'ils leur donnaient. C'est vrai qu'il y a des télévisions qui l'ont commencé. Ça a commencé, la télé-radio, l'école à la radio, et tout ça. Allô l'école, c'est des émissions qui se passent dans les télévisions et certaines radios de la place. Mais c'est compliqué. Nous sommes du monde rural. Il y a des villages où l'électricité n'est pas disponible, où la télé est vraiment un luxe. Donc pour atteindre cette cible-là, pour ne pas qu'il y ait une discrimination, même si elle doit être positive, nous pensons aux radios communautaires que nous utilisons pour atteindre ces cibles vraiment que le numérique ne pourra pas atteindre. Est-ce qu'en tant que syndicaliste, en tant que membre d'un syndicat, est-ce que le ministre vous aviez consulté avant de prendre ces mesures? Oui. Le ministre consulte régulièrement les G7 au niveau national, parce que c'est des débats. Ils ne peuvent pas à eux seuls décider de quelque chose autour de l'école sans pour autant se concerter avec le groupe des 7 syndicats les plus représentatifs. C'est vrai que c'est des propositions qu'il faut faire parce qu'aujourd'hui, rien ne garantit que ça peut marcher. C'est des perspectives, les gens sont dans des perspectives de vouloir bien faire pour sauver ne serait-ce une année qui d'habitude était perturbée par des grèves d'enseignants ou d'élèves, mais aujourd'hui c'est la grève du Covid-19 qui dépasse tous les niveaux, qui a mis à terre ou à genoux de grandes puissances. Vraiment, si nous arrivons aujourd'hui à fermer nos classes, je pense qu'il faut réinvestir, utiliser le personnel enseignant à bon escient, à la radio, à la télé, au niveau du numérique, pour que vraiment que nous ne soyons pas tous en vacances, parce qu'en réalité nous ne sommes pas en vacances. D'accord, voilà, vous parlez de discrimination, mais les syndicats ont accepté de cette mesure-là, alors que sans prendre en compte qu'il y a des élèves qui sont dans les villages. Mais comment on peut analyser ça aussi? Nous avons pensé aux élèves qui sont dans les villages. C'est en pensant à ces élèves qui sont dans les villages que nous voulons utiliser les radios communautaires. Mais voir et entendre, ça fait... Oui, il y a une différence. Oui. Aujourd'hui, certainement, on peut appeler ça discrimination
Mais je pense que c'est le contexte qui ici est. Ça aurait été encore plus de grave si on utilisait seulement la télé et priver les autres enfants de tout. Aujourd'hui, celui qui voit, ok, c'est sa chance, l'enfant a aujourd'hui la chance au niveau de sa famille d'avoir une télé et de voir le cours. Mais pour celui-là qui se trouve à Medina Samba Diallo, pour celui-là qui se trouve à Tchéoulé, mais cet enfant, on peut au moins, à travers une radio, lui permettre vraiment de se concentrer et de suivre un cours pendant 1 heure de temps. Et je vous assure que si cela se fait régulièrement, si c'est bien fait, tous les 2 enfants pourront en bénéficier. Parce que l'essentiel, c'est de toucher aussi les élèves. Et je pense aussi que ce ne seront pas tous les élèves qui seront concernés. Sinon, ça va prendre du temps et ça risque de déborder. On risquerait de choisir les classes d'examen, c'est-à-dire le CM2, la 3e et la terminale. Ce seront d'abord les cibles prioritaires. D'accord. Les classes d'examen. Les classes d'examen. En quelque sorte. Mais est-ce que vous aviez fait un communiqué, c'est-à-dire une sensibilisation avant de prendre ces mesures? C'est-à-dire vous savez nettement que les élèves qui sont dans les villages, d'autres n'auront pas le temps d'écouter la radio, d'autres, voilà, le WhatsApp est là, ça domine, les gens passent tout le temps sur WhatsApp, sur Facebook. Mais est-ce que vous avez lancé d'abord une sensibilisation pour dire que les élèves, voici un calendrier qui a été proposé, on va démarrer les cours au niveau des radios? Tout à fait. Le plan n'est qu'au niveau de la gestation, au moment où nous parlons, parce qu'il n'a été conçu au niveau lestral qu'hier. C'est hier seulement que nous l'avons déposé. Nous constituons un comité départemental dans lequel j'ai la chance de participer. Nous avons tenu sous la houlette de notre IF Djekouk Samba, nous avons peaufiné. Et nous nous sommes donné rendez-vous 1 semaine. Cette semaine-là, nous allons la consacrer à la sensibilisation d'abord pour avoir les enseignants disponibles. Quand nous aurons terminé cette étape, nous allons sensibiliser les parents. Pour que eux, au moins, c'est eux qui détiennent les postes radio à la maison. C'est eux qui peuvent organiser les enfants. Parce que les cours sont interdits. Si les cours n'étaient pas interdits, on pouvait descendre directement dans le village et faire des cours. Mais puisque aujourd'hui les cours sont interdits, nous allons d'abord parler aux parents d'élèves pour leur dire que les émissions que vous allez entendre à la radio, mettez-les au profit de vos enfants. Organisez les enfants de telle sorte que pendant cette heure que le maître sera à la radio, qu'ils soient attentifs, qu'ils aient le poste à leur disposition et qu'ils aient au moins un cahier, un bic à leur disposition. Ça, le travail là se fera parce que c'est les préalables pour que ce projet-là réussisse. Il faut d'abord que les parents soient sensibilisés. D'accord. Et on vous critique aussi d'avoir abandonné les villages au moment où ces villages-là ont besoin de vous dans cette guerre-là, c'est-à-dire en matière de sensibilisation. Parce que l'enseignant, il est perçu comme un savant, comme un connaisseur. Même si un enfant se blesse dans les villages-là, on appelle l'enseignant pour lui. Mais est-ce que ce n'était pas le bon moment d'assister ces populations-là en quelque sorte? Oui, en tout cas, moi, ce que je dis, c'est que les enseignants n'ont pas abandonné. Je peux dire que les enseignants ont été mal utilisés par les autorités qui luttent contre ce Covid-19. Parce que tout simplement, si vous vous souvenez bien, son Excellence Macky Sall, le président de la République, que les cours ont été suspendus. Maintenant que les cours ont été suspendus, ça a permis à des enseignants qui n'habitaient pas, par exemple, Velengara, de rentrer chez eux. N'est-ce pas? Les gens pensaient que c'était le temps des fêtes de Pâques, parce que c'était 3 semaines. Mais aujourd'hui que cela perdure, nous sommes là, à nos dispositions. Nous ne pouvons pas abandonner nos villages, parce que nous sommes en contact. Parce que moi, qui vous parle aujourd'hui, je suis un enseignant qui exerce dans la frontière. Je suis dans la poste gambienne, à Wélia Chibi. Ces gens-là, quand vous allez là-bas aujourd'hui, ils ne vous diront pas que M. Sané nous a abandonnés. Parce que j'ai été quelque sorte à l'origine de la visite même du conseil communal, du conseil départemental de la jeunesse. Parce que tout le temps, je les appelle pour m'inquiéter de la situation. Est-ce que ils disposent de lave-mains? Est-ce que la frontière est effectivement fermée? C'est à partir je veux y aller, mais bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais vraiment, c'est ma famille, c'est une couche, une jeune population d'élèves que je sais qu'ils sont vulnérables actuellement parce que là-bas, les frontières sont perméables. Mais chaque jour, je suis en contact avec eux pour les rassurer, pour les prévenir, pour les rappeler les gestes qu'il faut vraiment au niveau de la protection contre cette pandémie, ce qu'il y a lieu de faire. D'accord. Mais quand je dis vous, c'est pas vous en personne, mais est-ce que vous êtes senti sur le terrain? Non, on ne se sent pas sur le terrain parce que comme je vous dis, vous n'êtes pas impliqué? Nous ne sommes pas impliqués parce que dans le plan d'action que nous avons déposé au niveau de la préfecture, les dernières phrases, le dernier paragraphe dit que les enseignants du département se mettent à la disposition du comité départemental de gestion des épidémies. Donc à tout moment, lorsqu'ils auront besoin de nous, quel que soit
la tâche, nous sommes disponibles et nous sommes prêts à être engagés. Parce que ce sont nos communautés, nous sommes de la localité, nous ne pouvons pas croiser les bras pendant cette pandémie. D'accord. À l'école primaire, comment se passent les évaluations? Puisque quand on ne le souhaite jamais, quand la pandémie continue de perdurer, l'année risque d'être invalidée. Mais est-ce que vous avez déjà fait la première composition ou bien comment les élèves vont obtenir leurs notes en quelque sorte? Ok, la première composition, elle est déjà faite. Et la pandémie a commencé presque à 48 heures du deuxième trimestre. Les épreuves ont été déjà distribuées. C'était un week-end, je pense un dimanche. Moi, je faisais partie aussi de la commission qui distribuait les épreuves au niveau. C'est dans mon salon que ça s'est produit d'ailleurs. C'est ici que j'ai distribué les épreuves de composition standardisées. Non, c'est nous ici, nous organisons des compositions standardisées. C'est-à-dire tous les niveaux composent par les mêmes épreuves. Donc c'est le collègue de Nemataba, puisque notre responsable de collègue, il est de Dingirai, c'est moi qui l'avais appelé pour que je puisse récupérer. On avait déjà distribué les copies, il fallait se rendre à l'école le lundi pour démarrer les compositions, c'est ce même lundi que les cours ont été suspendus. Donc s'il s'agit d'évaluer les enfants, nous avons déjà une évaluation en mai. C'est pourquoi il faut permettre à ces enfants aujourd'hui de ne pas rester trop à la maison. Il faut essayer de développer des stratégies pour les récupérer. Pour les récupérer, ne serait-ce en revenant sur ce qui est déjà acquis. Parce qu'il y a eu au moins 3 mois à 4 mois de cours pour revenir là-dessus, pour que les gosses ne perdent pas tout, qu'ils ne perdent pas le fil. C'est pourquoi nous voulons faire ces cours communautaires. Les cours communautaires là ne seront pas considérés comme des cours d'acquisition, mais c'est plutôt des cours de révision, des cours de rafraîchissement de mémoire pour que l'enfant soit dans le banc. On ne sait pas quand est-ce qu'on va retourner à l'école, mais nous souhaiterons qu'au moment où nous retournons à l'école, que l'enfant revienne avec un bagage, qu'il ne vient pas étant une table rase et oublier tout ce qu'il a appris. C'est pourquoi vraiment nous jugeons nécessaire d'être épelés pour que ces radios communautaires qui se mettent aujourd'hui à nos dispositions soient bénéfiques à la population. C'est quand les parents seront impliqués seulement que ces émissions vont réussir. Sinon, ce sera un échec. D'accord. Vous, en tant que syndicaliste, seriez-vous d'accord qu'on repense le système éducatif, surtout quand je dis le système éducatif, c'est-à-dire on adopte le numérique parce que voilà, dans ces circonstances-là, on n'a pas le choix. Déjà, entre-temps, on a pu vraiment créer des logiciels, des applications qui permettront aux élèves de suivre les cours à distance. Est-ce n'est-il pas maintenant de s'adapter à la marche du monde, comme on le dit? Je suis persuadé d'une chose, c'est que le post-Covid-19 apportera des changements. Mesdames et messieurs, votre émission Info Corona a le plaisir de recevoir M. Papa Ali Sané, directeur d'école et acteur politique, en même temps secrétaire général du CELS section Velengara. Alors, M. Sané, vous parlez tantôt, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas temps de repenser le système éducatif, la manière dont on donne les cours en quelque sorte, vu que depuis que la pandémie s'est manifestée au Sénégal, beaucoup d'initiatives ont été prises en quelque sorte, y compris, c'est-à-dire le téléenseignement aujourd'hui, c'est-à-dire de faire les cours à distance. Est-ce qu'aujourd'hui, n'est-il pas temps de t'adapter à ce système-là en quelque sorte? Oui, c'est ce que je disais tantôt, c'est que ce qui est sûr que le post-Covid-19 aura des conséquences avantageuses pour le monde enseignant. Aujourd'hui que les gens imaginent déjà, parce que nous sommes forcés de rester à la maison avec les enfants, des stratégies sortent comme le téléenseignement dont vous parlez, au niveau supérieur et au niveau le plus bas de l'échelle, nous pensons à la radio-enseignement. Si aujourd'hui nous imaginons que c'est une stratégie qui peut sauver au moins les enseignements apprentissages, je pense qu'au sortir de cette pandémie, ces espérances ne seront pas mises à la poubelle. Ces espérances doivent être améliorées et mises au profit de l'éducation nationale. Parce que tout simplement, le numérique est là. Il faut en faire bon usage. Les enfants du monde rural qui n'ont pas certainement la chance d'avoir cet outil à leur disposition, comme nous l'avons dit, nous saurons proposer des émissions à la radio. Nos radios communautaires sont là, elles sont aujourd'hui multiples avec divers programmes. Je pense qu'ils pourront, ensemble avec l'inspection départementale de l'éducation, trouver des voies et moyens pour vraiment pérenniser ce que nous voulons entamer ces jours à venir. D'accord. Alors, on ne le souhaite jamais. En cas où l'année sera invalidée, quelles seront les conséquences en matière d'investissement? Parce que les parents ont beaucoup donné, les enseignants aussi et les élèves aussi, même l'État a beaucoup investi sur vraiment le domaine éducatif. Quelles seront les conséquences? Elles sont incommensurables parce qu'on ne pourra jamais quantifier les conséquences d'une année invalide ou d'une année perdue. Ce qui est sûr que des investissements ont été faits
ne serait-ce au niveau le plus bas par des fournitures qui ont été achetées aux enfants. Parce qu'à chaque début d'année, c'est des dépenses supplémentaires que les parents d'élèves effectuent. Il faut acheter des sacs, il faut acheter des outils, il faut inscrire les enfants, il faut les habiller, acheter des fournitures pour qu'ils aillent à l'école. Et aujourd'hui, au-delà de cet investissement au niveau parental, l'État met beaucoup de moyens au niveau de l'école pour qu'au moins les enfants soient mieux outillés ou que, si je reviens sur l'exemple que je vous ai donné tantôt concernant les évaluations au niveau départemental. Nous ici, les compositions se font de manière standardisée, donc ça nécessite de gros moyens. Et nous avons, à un certain niveau même, nous faisons intervenir des maires qui mettent leurs mains à la poche pour nous accompagner dans la reprographie des épreuves. Parce que si vous savez bien que maintenant, les conditions d'examen pour les enfants de CM2 à l'école primaire, les conditions d'examen est telle que au moins pour chaque enfant, il faut un budget. Ne serait-ce pour la reprographie des épreuves, pour que tous les outils soient à sa disposition. Car à ce niveau-là, le tableau n'est pas utilisé. L'enfant dispose de tout le papier, il travaille sur le papier pour toutes les épreuves. Et vous voyez que ça, aujourd'hui, c'est une dépense non négligeable. Et il va falloir à un certain moment repenser le système. Repenser le système, c'est quoi faire? C'est profiter des stratégies qu'aujourd'hui les gens de l'éducation imaginent, parce que l'enseignant est aussi un créateur. Il doit pouvoir répondre face à n'importe quelle situation. Aujourd'hui, nous saluons ces gens qui sont là, qui produisent des choses pour que les enfants soient occupés. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est ça. Il faut tout faire pour que l'enfant qui était à l'école, qui aujourd'hui est revenu à la maison, soit occupé à la maison et bien occupé. D'accord. Alors, on a vu que la France a pris des mesures, c'est-à-dire comptabiliser les notes des devoirs aux élèves pour qu'ils ne passent pas faire des examens de bac ou bien de BFM en quelque sorte. Est-ce que cette mesure, vous allez accepter cette mesure au Sénégal, vu que le niveau des élèves et celui de la France ne sont pas les mêmes en quelque sorte? Nous ne serons pas certainement arrivés, nous n'arrivons pas certainement à ce niveau. Souhaitons aujourd'hui que cette pandémie nous quitte assez rapidement pour qu'au moins les enfants, que l'on puisse repenser au moins comment faire revenir les enfants et les enseignants à l'école pour continuer le reste de l'année. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il va falloir, c'est des choses que nous ne maîtrisons pas. Parce qu'une pandémie, on sait quand elle a commencé, mais on ne sait pas quand elle va finir. Aujourd'hui, les gens vont réfléchir. Bon, quelque part, on devait reprendre, ça a été reporté au 4 mai. Et nos prières pour que au plus tard, au 4 mai, que vraiment, que les gens puissent, même si on sait que ça va être très difficile. Parce que chez nous, par exemple, ici, ça trouvera au moins que l'hivernage s'est installé. Donc, il y aura des poches qui seront inaccessibles. Je pense que tout ça méritera que les autres fera méditer les autorités pour qu'elles réfléchissent davantage, pour que tous les enfants, au moins, si l'année n'est pas invalide ou blanche, s'il y a des examens à faire, que tous les enfants du Sénégal soient mis au même niveau. Parce que aussi, il ne faut pas perdre de vue que, comme je l'ai dit tantôt, il y a eu des acquis. Les gens, ce qui a été appris, le temps d'apprentissage qui a été fait est plus long que celui qui reste. Donc cela, je pense que cela peut être bénéfique. Il faut tenir compte de ces phénomènes pour au moins ne pas pénaliser l'ensemble du système. D'accord. Tantôt vous parlez de l'hivernage. Hier seulement le ciel menacé de pluie. D'ailleurs, certaines zones ont reçu leur première goutte d'eau. Est-ce qu'aujourd'hui, si on repousse le calendrier, ça veut dire mois d'août, mois de septembre, en quelque sorte, est-ce que dans les villages, parce que les routes sont désastreuses, c'est inaccessible, est-ce que aussi ce serait possible de continuer les cours, surtout dans le milieu rural? Oui, on verra bien, parce que je sais que les années passées, c'était encore plus difficile. Aujourd'hui, bon, c'est possible. C'est possible, je ne sais pas par quel moyen les gens vont en arriver, mais ce qui est sûr que quand il faudra faire travailler les enfants, l'État pensera à faire travailler tous les enfants du Sénégal. Il n'y aura pas des enfants qui seront en classe et les autres au champ. Ça, si c'est comme ça, ça ne méritera pas d'être continué. Mais nous, on sait, le milieu rural a ses réalités. Parce que nous sommes des anciens, nous sommes d'abord des produits du monde rural et c'est difficile. La fin d'année et le début d'année au monde rural, c'est spécifique à nos terroirs. C'est des moments où les enfants, les parents ont besoin d'eux pour les aider à la maison. C'est une main-d'œuvre qui est utile,
qu'il faut exploiter, mais je pense que avec la sensibilisation, avec un dialogue franc avec toutes les couches de la société, nous pourrons au moins trouver une solution pour que vraiment chacun y tire son compte. D'accord. Et les toits dans tout ça, je dis par les abris provisoires aussi. En saison de pluie, c'est difficile d'en trouver des pailles. Oui, Dieu merci que les abris provisoires au Sénégal sont en train d'être réduits. Même si à Vélingara, même à Vélingara, il y a un nombre pas trop important actuellement d'abris provisoires. Au moins dans chaque village, où au moins il y a des abris provisoires, il y a un bâtiment fonctionnel. Donc les abris provisoires les plus nombreux que nous constatons aujourd'hui, c'est des classes complémentaires. C'est-à-dire qu'on peut trouver une école qui a 6 cours, on trouve une classe, un bâtiment de 3 classes ou de 4 classes, et la dernière classe est un abri provisoire. On pourra trouver une solution, sans utiliser d'abri provisoire, on pourra trouver des solutions pour que les enfants puissent dérouler leurs enseignements apprentissage. D'accord. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission. Vous suivez Info Corona. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Papa Ali Sané, enseignant et syndicaliste, secrétaire général du CELS dans la section Vélingara et homme politique en quelque sorte. Alors, M. Sané, acteur politique que vous êtes. Alors, depuis les élections présidentielles, on n'a pas vu votre mentor, je veux dire par là, Maître Ali Sow, la nouvelle approche du DOSA. Qu'en est-il avec dans cet élan de solidarité appelé par le président de la République, Macky Sall? Oui, vous avez raison de dire que l'approche nouvelle du DOSA est une mouvance du DG de la SAPO, Maître Ali Sow. En réalité, c'est une mouvance qui était là d'abord dans un contexte bien défini, c'est-à-dire soutenir le président pour son deuxième mandat. C'est ainsi qu'est née cette mouvance. Nous avons eu à sillonner bien avant la campagne électorale. Pendant 10 jours, Maître Ali Sow était avec nous. Nous avons sillonné le département pour vraiment s'enquérir de la situation politique de l'APR du Benno Bokk Yakaar. Ça a été un impact formidable pour nous qui apprenons la politique avec lui parce que c'est la première fois qu'autour de lui, il y a des jeunes qui n'ont jamais fait de la politique, qui aujourd'hui s'investissent pour lui, pour le parti. En ce qui concerne aujourd'hui l'appel... Le mouvement n'existe plus? Non, il existe. Et il est là. Comme je vous l'ai dit tantôt, je suis le chargé de la communication. Nous avons un coordinateur qui se trouve être Cheikh Dien, directeur de la radio Vélingara FM. Nous travaillons dans les couloirs. Nous travaillons sans bruit. Nous ne faisons pas de tintamarre, mais nous occupons le terrain. Est-ce que vous avez participé dans l'élan de solidarité? Nous participons dans l'élan de solidarité. Vous avez participé ou bien vous avez participons. Nous participons parce que tout simplement, Ali Sow, c'est un directeur général national. Il gère une société nationale. Si vous suivez l'actualité, il a commencé là où le siège de la société existe. Mais là, c'est au nom de... Non, attends, de la SAPCO. On va toujours aller au nom de la SAPCO. Parce que tout ce qu'il fera aujourd'hui, il ne le fera pas au nom d'une personne tierce. Le DG de la SAPCO va intervenir au niveau de Vélingara. Il va intervenir en tant que fils du département, n'est-ce pas? Comme tous les autres qui ont eu à mettre la main dans la poche. Il est en train de se préparer et sous peu, nous vous donnerons rendez-vous pour éventuellement présenter ce qu'il donnera au comité départemental de gestion des épidémies. C'est vrai que... Mais la SAPCO n'est pas une entreprise privée, c'est une société gérée par l'État. C'est ce que je t'ai dit, c'est une société nationale, gérée par l'État, qui couvre l'étendue du territoire national. Il a commencé par donner une aide à Hambourg, où se trouve le siège, et quelque chose s'est fait à Dakar. Ça va descendre vers nous, ça va arriver à notre niveau. Ce que nous ne voudrons pas aujourd'hui, c'est que les gens attendent que c'est la mouvance du DOSA qui intervient. La mouvance du DOSA est un support, n'est-ce pas, que nous utilisons pour des manifestations politiques. Mais ce que les gens oublient, c'est que nous sommes dans la mouvance présidentielle. Maître Ali Sow est un responsable de l'APR. Est un responsable de l'APR comme les autres. Aujourd'hui, ce qu'il va faire, il le fera au nom de la SAPCO d'abord et au nom de ses collaborateurs qui sont là, qui se trouvent être ces responsables de la mouvance du DOSA. Le DOSA, je vous jure, je vous rassure qu'il frappera très fort. Mais très fort. Mais très si fort. Demain, il n'y a plus de pandémie, il n'y a plus de coronavirus au Sénégal. On dira Alléluia. Amen. On dira Alléluia. Parce que tout simplement aussi, c'est le souhait de tout le monde. Cette tête
que nous rassemblons aujourd'hui, il y a moins de 2 mois, personne n'imaginait que nous allons arriver à un niveau très élevé de malades. C'est vrai que, bon, lui, il est ce qu'il est. Maître Aliou Sow, il a ses convictions, il a sa feuille de route. Nous qui sommes proches de lui, nous savons ce que cela veut dire, mais ce qui est sûr qu'il ne laisse pas Vélingara arabe. Les gens le disent depuis les élections. C'est évident, c'est évident. Et surtout, la population a besoin d'aller dans ces circonstances. Tout à fait. La population a besoin d'Aliou Sow. On ne lui manifeste cela tous les jours. Mais aussi, Aliou Sow est en contact avec la population de Vélingara en permanence. Parce que tous les jours que Dieu fait, des enfants de Vélingara sont recrutés dans la société de la SAPCO. Donc, ceux-là sont en contact avec lui. Ce que les gens nous réclament, c'est sa présence. C'est sa présence. Mais nous qui sommes proches de lui, nous savons qu'il ne peut pas en permanence être à Vélingara. Dès l'instant qu'il n'est pas en permanence à Dakar d'abord, il ne pourra pas être en permanence à Vélingara. Mais il a tout son esprit et son cœur sur Vélingara. Et je vous jure que sous peu, je réitère mes propos, on vous fera appel et vous verrez. Et qu'est-ce que le DOS attend? Non, le DOS va réagir, mais va réagir autrement. Alors, le DOS va réagir fortement et autrement. Parce que aussi, nous avons réfléchi et nous discutons avec lui pour dire qu'il y a des choses qui sont là aujourd'hui. On ne va pas faire la même chose. C'est vrai qu'on nous demande un appui. Beaucoup de gens ont donné des appuis. Vous êtes dans le calcul? Non, on n'est pas dans le calcul. Okay. On est dans l'effectivité. On cherche à toucher le cœur même de la couche sociale la plus vulnérable du département de Vélingara. Et ce que les gens doivent se souvenir aussi, c'est que en réagissant, il ne pourra pas tout simplement faire pour Vélingara. Il va réagir au niveau départemental. Oui, on est dans ce cadre. Voilà, on va réagir au niveau départemental. Vous me permettrez de garder ça pour moi, quoi, parce que c'est pas à moi aussi de dévoiler ça. Mais ce qui est sûr que Aliou Sow, tous les jours que Dieu fait, est en train de réunir ce qu'il est en train de réunir. Et est-ce que ce n'est pas même en cours de route? On ne sait pas. D'accord. Voilà. Mais sa touche sera différente et elle sera très grande. Et c'est le souhaitable. Nous qui sommes avec lui, on nous interpelle tous les jours, même au niveau de nos foyers. On nous dit que mais vous, là, le dos à la mar, on donne du riz, on donne des détergents, mais on ne vous a pas entendu. C'est notre leader qui est comme ça. Alors, ça. Nous qui sommes proches de lui, nous comprenons cela. Mais seulement nous demandons à la population d'être davantage patiente. Parce que aussi on ne sait pas, ce n'est qu'un début, on ne sait pas jusqu'où cette pandémie va nous mener. Mais au moment des élections, vous ne demandez pas de la population de patienter? Oui, au moment des élections, nous, ce qu'on a fait, c'est apporter une touche nouvelle au département de Vélingara. Parce que nous n'avons pas été en campagne permanemment pendant toute la durée de la campagne électorale. Nous avons travaillé au niveau de la pré-campagne, c'est-à-dire 10 jours. 10 jours où nous avons sillonné le département largement. Et il n'est revenu que le jour, la veille des élections, pour reprendre le même truc. Donc, vous voyez qu'il y a eu un décalage entre ce que nous, la mouvance du DOS a fait avant les élections et pendant les élections. Donc, cette période de campagne électorale, nous étions absents du terrain. Parce que nous n'étions pas très impliqués, parce qu'il y avait des gens qui étaient mieux indiqués que nous pour être sur le terrain. Donc ce travail formidable nous a permis de toucher des populations les plus lointaines de ce département, nous a permis de savoir ce que les gens veulent pour ce département. Et je vous jure que moi qui suis un apprenti politique, j'ai été très sensible et très ému par rapport à certaines rencontres qui se sont produites au niveau les plus lointains de ce département. Par rapport à la distribution des vivres sur l'échelle du territoire national en quelque sorte, on a dit que voilà, c'est le clan du président qui s'accapare des choses en quelque sorte. Mais vous, quel est votre mot sur cette distribution des vivres? Ouais, la distribution des vivres, aujourd'hui, moi je n'ai que des appréhensions, hein, c'est des gens, je vois des commentaires, parce que je n'ai pas eu la chance vraiment d'assister à aucune rencontre qui officiellement fait état de ces distributions de denrées visant les populations les plus vulnérables. Ce qui est sûr que les gens ont l'habitude de politiser tout acte. Oui, mais tout acte. Les sont des actes. Oui, à ce niveau-là, c'est des choses que nous ne maîtrisons pas. C'est à travers les ondes que nous entendons des accusations
des ripostes. Le cas Diopsie, on a entendu aujourd'hui, je pense que le ministre a fait une sortie pour clarifier. Ce qui est sûr que les gens doivent aujourd'hui dépassionner le débat. L'État, le président Macky Sall a eu une initiative formidable parce que même si on n'est pas avec lui, on est d'accord qu'aujourd'hui, le fait de vouloir aider les populations en denrées de première nécessité est fondamental. Maintenant, que ceux qui gèrent ce truc-là fassent en sorte que les denrées arrivent exactement au destinataire. Ah. Alors, un mot pour rappeler à la population de Vélingara que la pandémie elle est réelle, elle est dangereuse en quelque sorte, pour que les gens puissent prendre en conscience que voilà, il y a les gestes barrières, ils n'ont qu'à respecter vraiment les gestes barrières pour éviter la propagation du Covid-19. En tout cas, ce qui est sûr que nous touchons du bois, que chez nous ici à Vélingara jusqu'à présent on a 0 cas. Mais ce qui est sûr que Vélingara n'est pas une ville en miniature. Vélingara n'est pas une ville à part. Si nous changeons de comportement, si nous baissons des bras, nous ne serons pas à l'abri de cette pandémie. Aujourd'hui, il faut que les populations continuent à respecter les consignes qu'on nous a données, c'est-à-dire nous devons nous laver régulièrement les mains, nous devons respecter la distanciation sociale, nous devons éviter les attroupements. Parce que, bon, au début, c'était un peu compliqué, mais je pense qu'aujourd'hui, les baptêmes, les mariages et autres cérémonies familiales qui drainaient du monde, les gens sont parvenus à maîtriser. Et avec le couvre-feu aussi, au niveau de Vélingara, contrairement à certaines villes, je pense que le couvre-feu est respecté. À 20h, tout le monde est chez soi. On réitère le slogan « Restez chez vous ». On réitère ce slogan, restez chez vous, et on demande aux populations vraiment de veiller sur les enfants, parce que nous sommes persuadés d'une chose, que cette maladie, nous ne pouvons pas la supporter. Dès l'instant que nous ne pouvons pas la supporter, il faut faire dans de la prévention. Voilà. Merci beaucoup, M. Sané. Merci beaucoup. Vraiment, c'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de partager ce plateau avec toi. Pour des raisons multiples et diverses. Je suis fier de ce que Gorel TV fait. En tout cas, soyez rassurés que nous vous tenons à l'œil. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez, c'est ça, c'est ce que nous attendons de vous, des acteurs de développement, pour que vraiment notre Vélingara, que nous chérissons tous, puisse au moins faire un bond. Et Vélingara ne fera un bond qu'avec ses fils. C'est l'occasion pour moi vraiment de vous tirer le chapeau et vous dire vraiment merci. Et je vous suis de très près. Et vous êtes avec un jeune, en l'occurrence Sifo, qui est très entreprenant et dynamique, et que Dieu vous prête longue vie et vous donne plein succès par rapport aux entreprises que vous menez. Vraiment, je vous remercie. Merci beaucoup. Votre émission Info Corona tire à sa fin. Je rappelle juste que nous avions comme invité M. Papa Ali Sané, enseignant directeur d'école à William Sibi, en même temps secrétaire général du CELS section Vélingara et acteur politique chargé de la cause. Je vous remercie. Zero corona, stop corona. The East, the good music. My people are crying, my people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des cliquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible. Moi et tout.